Le silence pesait sur Reit im Alpbachtal comme une chape de plomb ce matin de janvier 1887. Dans ce village perdu au creux des Alpes autrichiennes, où les montagnes griffaient le ciel de leurs sommets enneigés et où les sapins formaient des murailles impénétrables, la nouvelle se répandait comme un feu de paille gelée. Les sœurs Gruber venaient encore de provoquer l'effroi. Anna et Margaret, deux prénoms ordinaires pour deux créatures qui ne l'étaient pas. Le docteur Friedrich Hoffmann, médecin du district de Kufstein, venait de quitter leur ferme isolée au bout du chemin forestier. Ses mains tremblaient encore en tenant les rênes de son cheval. Ce qu'il avait vu dans cette bâtisse de bois sombre dépassait tout ce que ses 20 années de médecine rurale lui avaient enseigné. Il n'écrirait rien dans son rapport officiel. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être couchées sur papier. Dans la taverne enfumée du village, Franz Lechner, le forgeron aux mains larges comme des battoirs, vidait son 3e schnapps de la matinée. Son regard fuyait systématiquement celui de Joseph Mitterer, le bûcheron qui occupait la table d'en face. Entre eux flottait un secret lourd, visqueux, qui collait à la peau comme de la résine de pin. D'autres hommes étaient là aussi, silencieux, les yeux dans le vide. Tous partageaient ce poids invisible qui courbait leurs épaules. Mais revenons 3 mois en arrière, au moment où tout a basculé. Décembre 1886. Le Tyrol autrichien gelait sous une température qui descendait chaque nuit en dessous de moins 20 degrés. Les habitants de Reit im Alpbachtal vivaient selon le rythme immuable des saisons alpines, couper du bois, nourrir le bétail, survivre à l'hiver. La fumée montait des cheminées en colonne droite dans l'air figé. Anna et Margaret Gruber vivaient dans une ferme en lisière de forêt, héritée de leurs parents décédés 5 ans plus tôt. Personne ne savait exactement de quoi les parents étaient morts. La rumeur parlait d'une fièvre qui les avait emportés en même temps, comme si le destin s'acharnait à prouver que même la mort respectait la symétrie dans cette famille maudite. Car les sœurs Gruber étaient identiques, pas seulement dans leur apparence physique, mais dans chaque détail de leur existence. Elles avaient 24 ans toutes les deux, nées le même jour à 1 heure d'intervalle, cheveux bruns coupés à la même longueur, yeux gris comme le ciel d'hiver, peau pâle qui semblait ne jamais voir le soleil. Elles portaient les mêmes vêtements de paysannes tyroliennes, dirndl sombre, tablier de toile épaisse, fichu noir. Impossible de les distinguer. Mais ce qui glaçait vraiment le sang des villageois, ce n'était pas leur ressemblance physique, c'était tout le reste. Depuis leur enfance, Anna et Margaret tombaient malades exactement au même moment. Si Anna se réveillait avec de la fièvre le mardi, Margaret avait les mêmes symptômes, à la même heure. Si l'une se coupait en épluchant des pommes de terre, l'autre saignait au même endroit quelques minutes plus tard, sans explication. Le vieux docteur Hoffmann avait documenté des dizaines de ces cas au fil des années, ses notes devenant de plus en plus nerveuses, de plus en plus incrédules. En 1881, Anna s'était tordu la cheville en descendant les escaliers de la cave. Dans l'heure qui suivait, Margaret boitait de la même jambe, sans être tombée. Une semaine plus tard, les deux sœurs présentaient un bleu identique au même endroit, de la même taille, évoluant du violet au jaune selon le même calendrier de guérison. Les cicatrices apparaissaient sur leur corps, comme des hiéroglyphes jumeaux. Une marque sur l'avant-bras gauche d'Anna se retrouvait sur celui de Margaret. Une tache de naissance sur la nuque de l'une avait son reflet exact chez l'autre. Même leurs dents avaient été caries aux mêmes emplacements. Le curé du village, le père Augustin Waldner, un homme pieux mais superstitieux, avait essayé pendant des années de comprendre ce phénomène. Il avait consulté des textes anciens, écrits à l'évêché d'Innsbruck, prié pour ces âmes qu'il croyait tourmentées, mais jamais il n'avait trouvé de réponse. Sa conclusion murmurée dans le secret du confessionnal, c'est le prix du sang impur, car tout le monde savait, même si personne n'osait le dire ouvertement, la famille Gruber pratiquait les unions consanguines depuis des générations. Dans ces vallées isolées, où les hivers rendaient les déplacements impossibles pendant des mois, où les fermes étaient séparées par des kilomètres de forêts et de montagnes,
les mariages entre cousins n'étaient pas rares. Mais chez les Gruber, on disait que c'était allé bien plus loin. Des oncles avec des nièces, des frères avec des sœurs, une spirale génétique qui s'enfonçait dans les ténèbres depuis au moins 4 générations. Le résultat était là, incarné dans ces 2 jeunes femmes qui semblaient partager plus qu'un utérus maternel. Elles partageaient quelque chose de plus profond, de plus inquiétant. Une connexion qui défiait les lois de la nature. Les villageois les évitaient. Les enfants traversaient la route quand ils les voyaient venir. Les commerçants leur vendaient ce dont elles avaient besoin avec des gestes brusques, pressés d'en finir. Personne ne voulait croiser trop longtemps ce regard gris, vide, qui semblait appartenir à une seule conscience divisée en 2 corps. Mais Anna et Margaret ne se plaignaient pas de cet ostracisme. Au contraire, elles semblaient le préférer. Elles vivaient dans leur ferme isolée, cultivant juste assez de légumes pour survivre, élevant quelques poules et un cochon. Elles venaient au village 1 fois par semaine, toujours ensemble, toujours silencieuses, pour acheter du sel, de la farine, du pétrole pour leurs lampes. Elles faisaient tout en miroir. Quand Anna marchait à gauche, Margaret marchait à droite, leurs pas parfaitement synchronisés. Quand l'une tendait la main pour prendre un objet, l'autre tendait simultanément son autre main, comme si elles formaient les 2 moitiés d'une même personne. Au marché, elles payaient en déposant leur argent exactement en même temps, pièce par pièce, leurs mouvements si coordonnés qu'on aurait dit une danse macabre. Le docteur Hoffman avait sa théorie. Une nuit de 1885, après avoir trop bu au presbytère avec le père Wallner, il avait laissé échapper « c'est la consanguinité ». Plusieurs générations de consanguinité. Le sang est devenu si concentré qu'il a créé quelque chose que la nature n'avait pas prévu. 2 corps, mais un seul système nerveux partagé. Une seule âme divisée. Je ne peux pas le prouver, mais je le sais. Le curé avait frissonné. Alors elles sont damnées. Elles sont malades, terriblement malades, et je ne peux rien faire pour elles. Ce qui rendait la situation encore plus perturbante, c'est que les sœurs Gruber n'avaient aucune vie sociale. Pas d'amis, pas de prétendants, évidemment. Aucun homme du village n'aurait osé s'approcher d'elles, pas par mépris, mais par une peur ancestrale, peur de contaminer sa propre lignée, peur de ce que pourrait produire une union avec ces créatures qui défiaient les lois de Dieu et de la nature. Elles vivaient donc dans leur solitude choisie, ou plutôt imposée. Leur ferme était devenue une sorte de sanctuaire maudit. Les chasseurs évitaient de passer trop près. Les enfants qui s'aventuraient dans la forêt pour ramasser des champignons faisaient systématiquement un détour. La maison elle-même semblait malade, construite en bois de mélèze noirci par le temps, avec un toit de bardeaux qui gondolait, des volets qui pendaient de travers. Le jardin était envahi de mauvaises herbes, une odeur de moisis et de bois pourris imprégnait les lieux. À l'intérieur, les pièces étaient sombres, meublées du strict minimum. Une table, 2 chaises identiques, 2 lits jumeaux dans la même chambre, 2 armoires côte à côte. Sur la table de la cuisine, il y avait toujours 2 assiettes, 2 verres, 2 fourchettes. Jamais une de plus, jamais une de moins. Comme si l'idée même qu'une 3e personne puisse entrer dans cet espace était inconcevable. Les sœurs ne recevaient jamais de visite, sauf celle du docteur Hoffman quand l'une d'elles, donc les 2, tombaient malades. Et ces visites étaient toujours les mêmes. Le médecin arrivait, examinait Anna, constatait exactement les mêmes symptômes chez Margaret, prescrivait le même traitement pour les 2 et repartait rapidement, mal à l'aise. Mais en ce mois de décembre 1886, quelque chose allait briser cette routine morbide. Le 15 décembre, une tempête de neige d'une violence inouïe s'abattit sur le Tyrol. Le vent hurlait comme une meute de loups, la neige tombait si drue qu'on ne voyait pas à 2 mètres. Les températures chutèrent brutalement. Les habitants de Reit im Albachtal se calfeutrèrent chez eux, brûlant tout le bois qu'ils pouvaient pour maintenir un semblant de chaleur. La tempête dura 3 jours, 3 jours pendant lesquels le village fut coupé du monde, enseveli sous 2 mètres de neige. Les hommes les plus courageux sortaient à peine pour dégager les portes et nourrir le bétail.
personne ne se risquait plus loin. Le 4e jour, quand le vent tomba enfin et que le soleil réapparut dans un ciel d'un bleu glacial, Joseph Mitterer, le bûcheron, décida d'aller vérifier ses pièges dans la forêt. C'était son gagne-pain, les fourrures qu'il vendait aux marchands d'Innsbruck. Il chaussa ses raquettes, prit son fusil au cas où il croiserait un cerf et s'enfonça dans le silence cotonneux de la forêt enneigée. Sa route passait non loin de la ferme des sœurs Gruber. Par curiosité, ou peut-être par un reste de conscience, il décida de faire un détour pour s'assurer qu'elles avaient survécu à la tempête. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang plus sûrement que n'importe quel froid. La porte de la ferme était grande ouverte, béante. La neige s'était engouffrée à l'intérieur, formant une rampe blanche sur le plancher de l'entrée. Aucune fumée ne sortait de la cheminée, aucun bruit, rien. Joseph s'approcha prudemment, son fusil à la main. Anna, Margaret, sa voix résonna dans le silence. Pas de réponse. Il entra. L'intérieur était glacé, presque aussi froid que dehors. La cuisine était en ordre parfait, comme toujours. 2 assiettes propres sur la table, 2 verres. Tout était à sa place, sauf les sœurs. Joseph monta à l'étage. La chambre était vide. Les 2 lits étaient faits. Les armoires fermées. Aucun signe de lutte, aucun désordre. C'était comme si Anna et Margaret avaient simplement disparu. Dehors, Joseph trouva des traces de pas. 2 paires, côte à côte, parfaitement parallèles. Elles partèrent de la porte et s'enfonçaient dans la forêt vers le nord. Joseph les suivit. Les traces étaient nettes au début, puis devenaient plus confuses, comme si les sœurs avaient commencé à courir, ou à être traînées. Et puis à 50 mètres dans les bois, les traces s'arrêtaient nettes. Pas de corps, pas de sang, pas de traces d'animaux, rien. Juste la neige vierge et le silence oppressant de la forêt hivernale. Joseph sentit une peur primitive lui tordre les entrailles. Il retourna au village en courant maladroitement sur ses raquettes, le souffle court, le cœur battant. Au village, l'annonce de la disparition des sœurs Gruber provoqua une agitation inhabituelle. Le maire, Herr Anton Steiner, un homme bedonnant au visage rouge, organisa une battue. Une 20aine d'hommes se rassemblèrent, armés de fusils et de lanternes, même si on était en plein jour. Ils fouillèrent à la forêt pendant des heures, suivirent les traces jusqu'à leur fin abrupte, cherchèrent dans toutes les directions, inspectèrent les ravins, les grottes naturelles, les abris de bûcherons, appelèrent les noms des sœurs, jusqu'à en avoir la gorge sèche. Rien. Quand la nuit tomba, les hommes rentrèrent, démoralisés et effrayés. Franz Lechner, le forgeron, marmonna ce que tous pensaient. La forêt les a reprises. C'est mieux ainsi. Personne ne le contredit. Mais 3 jours plus tard, au matin du 18 décembre, Anna et Margaret Gruber réapparurent. C'est le facteur, Herr Wilhelm Koch, qui les trouva. Il montait la route enneigée vers les fermes isolées pour distribuer le courrier quand il les vit. 2 silhouettes sombres marchant lentement sur le chemin venant de la forêt. Il faillit lâcher son sac. Les sœurs avançaient comme des automates, leurs vêtements déchirés, couverts de neige et de boue gelée. Leurs cheveux étaient défaits, pleins de brindilles et de feuilles mortes. Leurs visages étaient d'une pâleur cadavérique, leurs lèvres bleuies par le froid. Mais ce qui terrorisa vraiment le facteur, ce furent leurs bras. Sur les avant-bras des 2 sœurs, il y avait des marques circulaires, des brûlures, comme si quelqu'un avait serré des fers chauffés au rouge autour de leurs poignets. Les marques étaient identiques, parfaitement symétriques, rouge vif avec des cloques qui commençaient à se former. « Mein Gott !» murmura Wilhelm. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Les sœurs le regardèrent. Leurs yeux gris étaient vides, perdus dans un ailleurs que personne ne pouvait atteindre. Elles ne répondirent pas. Elles continuèrent simplement à marcher, leurs pas synchronisés malgré leur épuisement évident. Wilhelm courut au village alerter le maire. 1 heure plus tard, toute la communauté était réunie devant la ferme des Gruber. Le docteur Hoffmann était là aussi, sa trousse à la main, le visage grave. Il examina les sœurs dans leur cuisine, avec le maire et le père Waldner comme témoins. Ce qu'il découvrit le fit blêmir.
Les brûlures sur leurs avant-bras étaient effectivement identiques, comme si le même instrument avait été appliqué avec la même force au même endroit. Mais ce n'était pas tout. Les sœurs présentaient des signes d'hypothermie sévère. Leurs pieds étaient gelés, certains orteils noirs. Leurs mains tremblaient de façon incontrôlable. Et puis, il y avait les autres blessures. Des ecchymoses sur les bras, des griffures dans le dos, des traces de liens aux chevilles. Toutes identiques sur les deux corps. Le docteur Hoffmann demanda au maire et au curé de sortir. Ce qu'il avait à faire nécessitait l'intimité. Quand il examina plus en détail les sœurs, son estomac se retourna. Il y avait eu violence sexuelle, sur les deux. Les traces étaient là, indéniables, horrifiantes. Quand il ressortit de la ferme, son visage était celui d'un homme qui venait de regarder dans l'abîme. Il prit le maire à part. Elles ont été violées, les deux. Pendant les 71 heures de leur disparition, quelqu'un les a gardées quelque part et a abusé d'elles. Plusieurs fois, probablement. Anton Steiner, le maire, devint livide. Qui aurait fait ça? Le docteur Hoffmann serra les mâchoires. Elles ne parlent pas. Elles ne réagissent même pas quand on les touche. C'est comme si leur esprit s'était brisé. Les deux en même temps. Il faut trouver le coupable. Comment? Elles ne témoigneront jamais. Et franchement, je ne suis même pas sûr qu'elles se souviennent de quoi que ce soit. Le maire hésita. Vous allez écrire un rapport. Le médecin le fixa longuement. Non, je vais noter qu'elles ont survécu à une tempête et qu'elles souffrent d'hypothermie. C'est tout. Mais, Herr Steiner, écoutez-moi bien. Si j'écris la vérité, il y aura une enquête. L'affaire remontera jusqu'à Innsbruck, peut-être même jusqu'à Vienne. Des enquêteurs viendront, poseront des questions. Et croyez-moi, personne dans ce village ne veut ça. Le maire comprit le message. Il acquiesça lentement. Cette nuit-là, dans la taverne du village, une réunion eut lieu. Une réunion informelle, mais à laquelle tous les hommes influents participèrent. Le maire, le curé, le forgeron, le bûcheron, les fermiers les plus riches. On y parla à voix basse. On y but beaucoup. Et on y prit une décision collective. Ce qui était arrivé aux sœurs Gruber resterait un mystère. Personne ne chercherait à savoir. Personne ne poserait de questions. La vie continuerait comme avant. Mais dans cette salle enfumée, plusieurs hommes évitaient de se regarder. Leurs mains tremblaient en tenant leur chope de bière. Certains avaient le regard fuyant, d'autres fixaient le vide avec une intensité troublante. Franz Lechner vida son verre d'un trait et quitta la taverne sans un mot. Joseph Mitterer le suivit peu après. Puis d'autres encore. Tous rentrèrent chez eux dans la nuit glacée, portant un poids qui ne les quitterait jamais. Car dans ce village où tout le monde se connaissait depuis toujours, où les secrets ne pouvaient pas rester cachés bien longtemps, il y avait maintenant un silence qui pesait plus lourd que toutes les neiges de l'hiver. Un silence coupable, complice, meurtrier. Les sœurs Gruber, elles, s'enfermèrent dans leur ferme. La porte resta close pendant des semaines. On voyait juste de la fumée sortir de la cheminée, signe qu'elles étaient en vie. Quand elles réapparurent enfin au village pour faire leurs courses, elles avaient changé. Elles ne marchaient plus côte à côte. Elles se tenaient plus proches encore, presque collées l'une à l'autre, comme si elles avaient peur de se perdre. Leur regard était devenu encore plus vide, encore plus lointain. Elles ne parlaient jamais, communiquant par gestes identiques et simultanés qui glaçaient le sang de ceux qui les observaient. Et elles avaient commencé à écrire. Tout le temps. Le docteur Hoffmann, lors d'une visite médicale pour soigner leurs engelures, les avait surprises penchées sur des cahiers, griffonnant frénétiquement. Quand ils s'étaient approchés, elles avaient immédiatement refermé les carnets, les cachant sous leurs jupes, avec des mouvements parfaitement synchronisés. « Qu'écrivez-vous » avait-il demandé. Elle l'avait regardé avec ses yeux gris qui ne reflétaient plus rien. Puis, en parfaite harmonie, elles avaient secoué la tête. Non, certains secrets ne pouvaient pas être partagés, même si ces secrets brûlaient de l'intérieur, comme des fers chauffés à blanc. Janvier passa, puis février. La vie reprit son cours dans Reit Imalbachtal. Les tempêtes de neige se succédaient, le froid mordait. Les hommes travaillaient, les femmes cuisinaient. Les enfants jouaient, mais quelque chose avait changé dans le village. Une tension imperceptible flottait dans l'air. Les hommes parlaient moins.
certains buvaient plus. Les disputes conjugales se multipliaient sans raison apparente. Et puis, en mars 1887, l'impossible se produisit. Le docteur Hoffmann était appelé d'urgence à la ferme des Gruber. Quand il arriva, haletant après avoir grimpé le chemin boueux laissé par la fonte des neiges, il trouva les deux sœurs assises à leur table de cuisine, immobiles comme des statues. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, inquiet. Anna, ou peut-être Margaret, impossible de savoir, tendit lentement sa main vers son ventre. Le médecin fronça les sourcils. Il s'approcha, commença son examen. D'abord une, puis l'autre. Et là, son sang se glaça. L'une des sœurs était enceinte. Environ 2 mois. Exactement le délai depuis leur disparition. Mais quand il examina la seconde sœur, le monde cessa de tourner. Elle présentait les mêmes signes, le même renflement léger du ventre, les mêmes seins gonflés, les mêmes nausées matinales qu'elle mimait par ses gestes. C'était impossible, médicalement impossible. 2 femmes ne pouvaient pas être enceintes exactement au même stade, sauf si... Le docteur Hoffmann recula, sa main tremblant sur sa trousse. Il regarda les 2 sœurs, cherchant dans leurs yeux vides une explication qui ne viendrait jamais. « Qui ?» croissa-t-il. « Qui vous a fait ça ?» Les sœurs restèrent silencieuses, mais dans leurs yeux gris passa quelque chose. Une lueur, de la peur, de la douleur, de la résignation, ou peut-être la conscience terrible qu'elles savaient exactement qui étaient les coupables. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Le printemps 1887 arriva sur Reit im Albachtal avec une douceur trompeuse. Les neiges fondaient en ruisseaux bruyants. Les premiers bourgeons explosaient sur les branches nues. Les oiseaux revenaient peupler les forêts de leurs champs. La nature renaissait, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans l'ombre des chalets. Mais dans la ferme des sœurs Gruber, rien ne renaissait. Tout pourrissait. Le docteur, Friedrich Hoffmann, ne dormait plus. Depuis qu'il avait découvert la grossesse des 2 sœurs, ses nuits étaient hantées par des questions auxquelles sa formation médicale ne pouvait répondre. Comment était-ce possible? Il avait examiné et réexaminé ses notes, consulté ses manuels médicaux, écrit même à un confrère d'Innsbruck sous couvert d'un cas hypothétique. La réponse était toujours la même, c'était impossible. 2 femmes, même des jumelles identiques, ne pouvaient pas présenter des grossesses aussi parfaitement synchronisées, sauf si elles avaient été violées exactement au même moment par les mêmes hommes, dans les mêmes conditions. Et cette conclusion le menait inévitablement vers une vérité qu'il ne voulait pas regarder en face. Ce qui était arrivé aux sœurs Gruber n'était pas l'œuvre d'un homme seul. C'était une entreprise collective, organisée, coordonnée. Un matin d'avril, alors qu'il rentrait d'une visite médicale dans une ferme isolée, le docteur Hoffmann croisa Joseph Mitterer sur le chemin. Le bûcheron marchait courbé sous le poids d'une charge de bois, mais ce n'était pas le bois qui le faisait ployer ainsi. C'était autre chose, quelque chose d'invisible et de terrible. « Bonjour, Joseph !» lança le médecin, essayant d'adopter un ton léger. Le bûcheron sursauta comme si on lui avait planté un couteau dans le dos. Il se retourna, les yeux écarquillés, le visage livide. Pendant une fraction de seconde, le docteur Hoffmann y eut une peur animale, primitive. « Docteur Hoffmann, bégaya Joseph, je ne vous avais pas entendu. Vous semblez fatigué. Tout va bien ? Oui, c'est juste. Le travail. Beaucoup de travail. » Mais le médecin voyait bien que ce n'était pas ça. Les mains de Joseph tremblaient. Son regard fuyait constamment, comme s'il cherchait une échappatoire. Il transpirait malgré la fraîcheur matinale. « Joseph, si vous avez besoin de parler... »« Non !» L'exclamation fut trop forte, trop paniquée. Joseph se reprit. « Pardon, je veux dire, il n'y a rien à dire. Tout va bien. » Il s'éloigna rapidement, presque en courant, laissant le docteur Hoffmann seul sur le chemin avec ses doutes qui se transformaient lentement en certitude. Au village, l'atmosphère était devenue suffocante. La nouvelle de la grossesse des sœurs Gruber s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans une communauté aussi petite et fermée, les secrets n'existaient pas longtemps. La sage-femme, Frau Helga Bachmann,
l'avait appris par le docteur Hoffmann lui-même, qui avait besoin de son aide pour le suivi. Elle en avait parlé à son mari, le mari à son frère, le frère à sa femme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout Reit im Albachtal soit au courant. Les réactions furent immédiates et prévisibles. Les femmes, regroupées autour du puits communal ou à la sortie de la messe, chuchotaient avec des airs scandalisés. Comment était-ce possible? Qui était le père? Ou plutôt, qui étaient les pères? Les hypothèses les plus folles circulaient. Certaines parlaient d'un vagabond qui serait passé par le village pendant la tempête. D'autres évoquaient un colporteur qui faisait la tournée des fermes isolées. Les plus superstitieuses murmuraient que c'était la punition divine pour les péchés de consanguinité de la famille Gruber. Mais personne, absolument personne, ne prononçait l'hypothèse la plus évidente, que les coupables vivaient parmi eux, qu'ils étaient leurs maris, leurs fils, leurs frères. Les hommes, eux, ne parlaient pas du tout. Un silence de plomb était tombé sur eux. À la taverne, les conversations s'arrêtaient net quand le sujet était abordé. Les regards se détournaient. Les verres se vidaient plus vite que d'habitude. Franz Lechner, le forgeron, avait cessé de venir à la taverne. On le voyait travailler dans son atelier jusqu'à tard dans la nuit, les coups de marteau résonnant dans le village comme des battements de cœur affolés. Sa femme, Greta, se plaignait auprès de ses voisines. « Il ne dort plus, il se réveille en hurlant, il refuse de me toucher. » Anton Weber, un fermier qui possédait des terres près de la forêt, avait commencé à boire. Pas à la taverne, mais chez lui, seul, jusqu'à sombrer dans un sommeil agité. Sa femme l'avait surpris plusieurs fois en train de pleurer dans la grange, agenouillé dans le foin, marmonnant des prières incohérentes. Hans Gruber, aucun lien de parenté avec les sœurs malgré le nom commun, un chasseur respecté du village, avait disparu pendant 3 semaines. Quand il était revenu, il ne chassait plus. Il restait chez lui, les volets fermés, refusant de voir quiconque. Et Joseph Mitterer, le bûcheron qui avait découvert la ferme vide, ne sortait presque plus de la forêt. Il dormait dans des cabanes de bûcherons, prétextant qu'il avait trop de travail pour rentrer chaque soir. Mais tout le monde savait que c'était un mensonge. Il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Le père Augustin Waldner observait tout cela avec une inquiétude grandissante. Lui qui connaissait les âmes de ses paroissiens depuis des décennies, sentait qu'un cancer moral rongeait sa communauté. Mais comment guérir une plaie que personne ne voulait montrer? Il décida de rendre visite aux sœurs Gruber. En tant qu'homme de Dieu, c'était son devoir d'apporter son soutien à ces pauvres créatures qui portaient le fruit de la violence. Un après-midi de mai, il grimpa le chemin boueux jusqu'à leur ferme. La marche était rude pour ses jambes vieillissantes, mais sa détermination était plus forte. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore. « Anna, Margaret, c'est le père Waldner. Je viens en ami. » Après un long moment, la porte s'ouvrit. Les 2 sœurs étaient là, côte à côte, leur ventre légèrement arrondi maintenant visible sous leur robe de paysanne. Leur visage était encore plus pâle que d'habitude, creusé par la fatigue. « Puis-je entrer ?» demanda doucement le curé. Elles s'écartèrent en silence, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Le père Waldner entra dans la maison sombre et fraîche. L'odeur de moisi était plus forte qu'avant, mélangée à quelque chose d'autre, une odeur de maladie, de désespoir. Ils s'assirent à la table de cuisine. Le curé remarqua que les carnets étaient toujours là, empilés dans un coin. Il y en avait des dizaines maintenant, tous remplis de cette écriture dense et frénétique qu'il avait aperçue une fois. « Mes enfants, commença-t-il avec douceur, je sais que vous traversez une épreuve terrible, mais Dieu ne vous abandonne pas. Il vous aime, même dans votre souffrance. » Les sœurs le regardèrent avec leurs yeux gris et vides. Aucune émotion ne passa sur leur visage. « Je suis ici pour vous aider, pour vous écouter. Si vous voulez parler de ce qui s'est passé, Anna, ou Margaret, secoua lentement la tête. L'autre fit exactement le même geste, au même moment. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce qui vous est arrivé n'est pas votre faute. C'est un péché commis contre vous, pas par vous. » Toujours ce silence oppressant.
Le père Waldner sentit la frustration monter en lui. Mais pour que justice soit faite, il faut que vous parliez, il faut que vous nommiez ceux qui vous ont fait du mal. À ces mots, quelque chose changea dans les yeux des sœurs. Une lueur passa, rapide comme l'éclair. Était-ce de la peur, de la colère, de la résignation? Puis, pour la première fois depuis des mois, l'une d'elles parla. Justice? La voix était rauque, comme rouillée par le manque d'usage. Il n'y a pas de justice pour nous. L'autre sœur continua, sans une seconde de décalage. Il n'y en a jamais eu. Le père Waldner frissonna. Entendre ces deux voix identiques parler en tandem était profondément troublant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les deux sœurs se levèrent en même temps. Elles allèrent chercher un des carnets dans la pile. Elles l'ouvrirent à une page précise et le posèrent devant le curé. Ce qu'il lut lui glaça le sang. C'était une liste, une longue liste de noms. Des noms qu'il reconnaissait tous, Joseph Mitterer, Franz Lechner, Anton Weber, Hans Gruber, Georg Schneider, Karl Hoffmann, le cousin du docteur, Thomas Bauer, et d'autres, au moins 15 noms, tous des hommes de Reit im Albachtal, tous des pères de famille, tous respectés dans la communauté. À côté de chaque nom, il y avait des dates et des descriptions si explicites, si détaillées, si horribles que le père Waldner dut détourner les yeux. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce sont eux ?» Les sœurs ne répondirent pas. Elles refermèrent le carnet avec des gestes identiques et le ramenèrent à sa place. Le curé resta assis, paralysé par l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. 15 hommes. 15 hommes qu'il connaissait, dont il avait béni les mariages, baptisé les enfants, entendu les confessions. 15 hommes qui, pendant les 71 heures de la tempête, avaient transformé 2 jeunes femmes sans défense en objets de leur violence collective. « Pourquoi ?» croassa-t-il. « Pourquoi vous ont-ils fait ça ?» Une des sœurs s'assit en face de lui. L'autre resta debout, une main posée sur l'épaule de la première. Elles parlèrent à nouveau en tandem. Cette voix double qui glaçait l'âme, parce qu'ils pouvaient, parce que nous sommes des monstres à leurs yeux, parce que personne ne nous défendrait, parce qu'ils étaient ivres, parce que la tempête leur donnait une excuse, parce qu'ils avaient besoin de prouver quelque chose, à eux-mêmes, à leur virilité, à leur pouvoir. Le père Waldner secoua la tête, refusant d'accepter cette réalité. Il faut porter plainte, il faut que la justice... Quelle justice? L'interruption fut brutale. Celle de votre Dieu qui nous a créés ainsi? Celle des hommes qui nous ont violés? Celle du village qui fermera les yeux parce que 15 familles valent plus que 2 sœurs maudites? Le curé n'avait pas de réponse. Il resta là, les mains tremblantes, le cœur lourd comme du plomb. « Vous savez ce qui arriverait si nous parlions ?» continua la voix double. « Il dirait que nous mentons, que nous sommes folles, que notre sang impur nous a rendus dérangés. Ils diraient que nous les avons séduits, que c'était notre faute, et le village les croirait, parce que c'est plus facile de croire 2 folles coupables que 15 hommes respectables. » Le père Waldner ferma les yeux. Il savait qu'elles avaient raison, terriblement raison. « Alors que voulez-vous faire? Survivre, c'est tout ce qui nous reste. » Le curé se leva lentement. Il voulait dire quelque chose, offrir une prière, un espoir, n'importe quoi. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il sortit de la ferme des Gruber en titubant comme un homme ivre. Le soleil de mai brillait avec une cruauté aveuglante. Les oiseaux chantaient. La vie continuait, indifférente à l'horreur qu'il venait de découvrir. De retour au presbytère, le père Waldner s'enferma dans son bureau. Il sortit une feuille de papier, trempa sa plume dans l'encrier et commença à écrire une lettre à son évêque. Il écrivit pendant des heures, détaillant tout ce qu'il avait appris, les noms des coupables, les circonstances, l'horreur de ce qui s'était passé. Il plaida pour une intervention, pour une enquête, pour la justice. Quand il eut fini, il relut sa lettre, puis, lentement, il la déchira en petits morceaux. Il savait ce qui arriverait s'il l'envoyait. Une enquête officielle serait ouverte. Des inspecteurs viendraient de la capitale. Ils interrogeraient les sœurs, les hommes accusés, les témoins. Le scandale éclabousserait toute la région. Les familles seraient détruites. Le village serait marqué à jamais, et au final,
Les hommes nieraient, les sœurs seraient considérées comme non fiables à cause de leurs conditions. Les preuves seraient insuffisantes. Les accusés seraient acquittés. Et les sœurs, elles seraient encore plus isolées qu'avant. Peut-être même internées dans un asile pour aliénés où leur vie deviendrait un enfer pire encore. Le père Wallner laissa tomber les morceaux de lettres dans la cheminée. Il les regarda brûler, chaque fragment de papier se transformant en cendres grises. C'était un meurtre moral qu'il commettait. Il le savait. Il choisissait la paix sociale au prix de la justice. Il choisissait de protéger la communauté au détriment des victimes. Mais dans un village comme Reitim al-Bachtal, où tout le monde dépendait de tout le monde pour survivre aux hivers impitoyables, où les liens communautaires étaient la seule défense contre l'isolement mortel des montagnes, que pouvait-il faire d'autre? Il s'agenouilla devant son crucifix et pria. Pria pour les sœurs Gruber, pria pour les hommes qui avaient péché, pria pour sa propre âme qui venait de choisir le silence plutôt que la vérité. Pendant ce temps, dans la taverne du village, les 15 hommes dont les noms figuraient dans le carnet se réunissaient, pas officiellement, pas ostensiblement. Mais, les uns après les autres, ils arrivaient, commandaient un verre, s'asseyaient à des tables différentes. Le patron de la taverne, Herr Ludwig Meyer, un homme dans la cinquantaine au ventre proéminent, les observait avec un mélange de compréhension et de dégoût. Il savait, bien sûr qu'il savait. Tout le village savait, même si personne ne le disait. Joseph Mitterer était là, dans un coin sombre, fixant son verre de schnapps sans y toucher. Franz Lechner était au comptoir, avalant bière sur bière avec une détermination mécanique. Anton Weber parlait à voix basse avec Hans Gruber, leurs têtes rapprochées. L'atmosphère était lourde, électrique, personne ne riait, personne ne chantait. La taverne, d'habitude si bruyante et chaleureuse, ressemblait à un caveau funéraire. C'est Franz Lechner qui brisa finalement le silence. Sa voix était pâteuse, déformée par l'alcool. On n'aurait jamais dû faire ça. Les autres hommes se figèrent. Personne ne répondit, mais tout le monde comprit de quoi il parlait. C'était la tempête, marmonna Anton Weber, plus pour se convaincre lui-même que pour les autres. On était bloqués dans la cabane de chasse. On avait bu. On a perdu la tête. Coude perdu la tête? Joseph se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. On n'a pas perdu la tête. On a fait un choix. Un choix horrible. On les a poursuivis dans la forêt comme des animaux. On les a traînés jusqu'à la cabane. On les a... Tais-toi, siffla Hans Gruber. Quelqu'un pourrait entendre. Et alors, ils savent déjà. Regarde comment ils nous regardent. Regarde comment nos femmes nous regardent. C'était vrai. Les épouses avaient senti que quelque chose n'allait pas. Elles ne savaient peut-être pas exactement quoi, mais elles sentaient la culpabilité qui suintait de leur mari comme du pus d'une plaie infectée. « Elles vont parler », murmura un autre homme, Georg Schneider, un jeune fermier de 26 ans à peine. « Les sœurs, elles vont finir par parler. »« Non », dit Franz avec une certitude étrange. « Elles ne parleront pas. Tu as vu comment elles sont. Elles ne parlent jamais. C'est comme si elles étaient ailleurs, parties. » Brisés. C'est nous qui les avons brisés, dit Joseph, la voix tremblante. Un silence pesant tomba sur le groupe. Chacun se retrouvait face à sa propre conscience, face au monstre qu'il était devenu cette nuit-là dans la cabane de chasse, quand l'ivresse et la peur primitive avaient libéré quelque chose de bestial en eux. « Il faut qu'on reste unis », finit par dire Anton Weber. « Si on parle, si on se dénonce, on est tous foutus. Nos vies, nos familles, tout sera détruit. » « Peut-être qu'on mérite d'être détruit, » murmura Joseph. « Peut-être, mais nos enfants, ils méritent quoi, eux ?» C'était l'argument massu. Tous ces hommes avaient des enfants, des filles pour certains, des filles qui grandiraient avec le stigmate d'avoir un père violeur si la vérité sortait. Un par un, ils acquiescèrent. Le pacte silencieux se renforça. Ils ne parleraient jamais. Ils emporteraient ce secret dans la tombe. Mais ce secret les rongerait vivants. Dans les semaines qui suivirent, le village s'enfonça dans une normalité de surface qui cachait mal la pourriture intérieure. Les femmes bavardaient au marché, mais leurs sourires étaient forcés. Les hommes travaillaient, mais leur concentration était ailleurs.
Les enfants jouaient, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. Les sœurs Gruber continuaient à vivre dans leur ferme isolée. Leur ventre grossissait de semaine en semaine. Le docteur Hoffmann venait les examiner régulièrement, toujours accompagné de Frau Bachmann, la sage-femme. Ce qu'il constatait le troublait profondément. Les grossesses étaient effectivement parfaitement identiques. Même taille du fœtus, même position dans l'utérus, même rythme cardiaque. C'était comme si les deux sœurs portaient le même enfant, dupliqué d'une manière que la science ne pouvait expliquer. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il à Frau Bachmann après une visite. La vieille sage-femme qui avait mis au monde la moitié des habitants du village secoua la tête. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, Herr Doctor. Des naissances miraculeuses, des bébés qui n'auraient pas dû survivre, des femmes qui accouchaient contre toute attente. Mais ça, elle fit un signe de croix. C'est contre nature. Vous pensez que les deux bébés vont naître en même temps? Je ne sais pas. Mais j'ai peur. J'ai très peur de ce qui va sortir de ces deux ventres. » Le docteur Hoffmann partageait cette peur. Il avait consulté tous ses manuels médicaux, écrits à des confrères en prétendant présenter un cas hypothétique. Tous lui avaient répondu la même chose. C'était impossible. La synchronisation parfaite de deux grossesses défiant toute logique biologique, à moins qu'une pensée horrible lui traversât l'esprit. Et si la connexion entre les deux sœurs était si profonde qu'elle affectait même leurs processus biologiques les plus intimes, et si leur corps fonctionnait vraiment comme un seul organisme divisé en deux? Si c'était le cas, alors qu'est-ce qui naîtrait de cette union contre nature? Les mois passèrent. Juin, juillet, août. Les sœurs Gruber devenaient de plus en plus énormes, leur ventre déformé par des grossesses qui semblaient progresser plus vite que la normale. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Septembre 1887. L'automne tombait sur les Alpes tyroliennes avec sa palette de couleurs chaudes, transformant les forêts en cathédrales dorées. Mais dans la ferme des sœurs Gruber, seule la couleur du sang semblait avoir sa place. Le docteur Hoffmann gravissait le chemin familier, sa trousse à la main, le cœur lourd. Les grossesses des deux sœurs entraient dans leur 9e mois. L'accouchement était imminent, et il redoutait ce moment plus qu'il n'avait jamais redouté quoi que ce soit dans sa carrière médicale. Il avait insisté pour que les sœurs accouchent à l'hôpital d'Innsbruck, où des médecins plus expérimentés pourraient gérer les complications, mais elles avaient refusé. Leur double voix, parlant à l'unisson, avait simplement dit « Non, ici, seulement ici ». Quand il entra dans la ferme ce matin-là, il trouva les sœurs assises à leur place habituelle, leur ventre tellement gonflé qu'elles pouvaient à peine bouger. Leur visage était d'une pâleur mortelle, creusé par des mois de souffrance physique et psychologique. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, sachant que la question était ridicule. Elles le regardèrent avec leurs yeux gris vides. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elles parlèrent. « C'est pour bientôt. » Le docteur Hoffmann hocha la tête. Il fit son examen de routine. Les contractions avaient de commencer, pour les deux. En même temps, évidemment. « Je vais chercher Frau Bachmann, » dit-il. « Vous ne devriez pas être seul pour... » « Elle est déjà là. » Le médecin sursauta. En effet, la sage-femme sortait de la chambre à l'étage. Il ne l'avait pas entendue arriver. « Elles m'ont envoyé chercher ce matin, » expliqua Frau Bachmann. « J'ai préparé ce qu'il faut. Mais docteur, » sa voix trembla. « J'ai peur. Ces grossesses ne sont pas naturelles. Et j'ai peur de ce qui va naître. » Les heures qui suivirent furent parmi les plus étranges et troublantes de la vie du docteur Hoffmann. Les deux sœurs montèrent à l'étage et s'allongèrent sur leurs lits jumeaux. Les contractions se succédaient avec une régularité méthodique, toutes les 10 minutes, puis toutes les 5, puis toutes les 2, et les contractions arrivaient exactement en même temps pour les deux sœurs. Quand Anna gémissait de douleur, Margaret gémissait à l'identique, à la même seconde. Leurs corps se tordaient simultanément. Leurs mains se crispaient ensemble sur les draps. C'était comme regarder une seule femme accoucher, mais avec son reflet dans un miroir.
Le docteur Hoffmann et Frau Bachmann se divisèrent le travail, chacun auprès d'une sœur. Mais rapidement, ils réalisèrent que c'était inutile. Les deux accouchements progressaient exactement au même rythme, comme si un même mécanisme invisible les contrôlait. À minuit, les os se rompirent. Pour les deux, simultanément. À 1 heure du matin, le col était complètement dilaté. Pour les deux, simultanément. À 2 heures, les sœurs commencèrent à pousser. Ensemble. Leurs cris de douleur se mêlaient dans une harmonie horrible, créant un son qui glaçait le sang. Et puis, à 2h37 du matin, les deux bébés naquirent. Au même instant, le docteur Hoffmann attrapa le premier bébé, glissant et couvert de sang. Il coupa le cordon, dégagea les voies respiratoires. Le bébé poussa son premier cri. À côté, Frau Bachmann faisait exactement la même chose avec le second bébé. Et ce bébé poussa son premier cri exactement en même temps que l'autre. Les deux hommes de médecine se regardèrent par-dessus les lits, la même expression d'horreur sur leur visage. Car ce n'étaient pas deux bébés différents, c'était le même bébé. Ou plutôt, deux versions du même bébé. Identiques, absolument identiques. Même sexe, un garçon, même poids, même taille, même marque sur la peau, même petit grain de beauté sur l'épaule gauche, même petite malformation de l'oreille droite. Des jumeaux? Non. Les jumeaux proviennent de la même grossesse. Là, il s'agissait de deux grossesses distinctes, dans deux utérus différents, fécondés par quoi exactement? Le docteur Hoffmann examina les bébés sous toutes les coutures. Ils étaient en bonne santé malgré tout, pas de signes évidents de malformation grave, juste cette asymétrie subtile que le médecin ne parvenait pas à identifier. Quelque chose dans la structure du visage, dans la façon dont les yeux étaient placés. Rien qu'on pourrait pointer du doigt, mais qui créait une impression de décalage, comme si ces enfants n'étaient pas tout à fait humains. Frau Bachmann s'occupait maintenant des sœurs. Les placentas étaient expulsés, les saignements contrôlés. Physiquement, tout semblait normal. Mais quand elle essaya de donner à chaque sœur son bébé, quelque chose d'étrange se produisit. Les bébés se mirent à pleurer, un cri perçant, déchirant, qui semblait exprimer une terreur primordiale. Ils se débattaient, tendant leurs petits bras vers « Quoi? L'autre bébé? Les deux mères ?» Ce n'est que lorsque les deux sœurs se levèrent péniblement et se rapprochèrent l'une de l'autre, chacune tenant un bébé, que les cris cessèrent. Les deux nouveau-nés se calmèrent instantanément, leurs petites têtes tournées l'une vers l'autre, comme s'ils se reconnaissaient, ou comme s'ils reconnaissaient qu'ils étaient les deux moitiés d'un même être. « Mon Dieu !» murmura Frau Bachmann. « Qu'avons-nous mis au monde ?» Le docteur Hoffmann ne répondit pas. Il était trop occupé à noter ses observations, ses mains tremblant si fort que son écriture était à peine lisible. Dans les jours qui suivirent, le comportement des bébés confirma les pires craintes. Ils ne pouvaient pas être séparés. Si on emmenait un des enfants dans une autre pièce, les deux se mettaient à hurler avec une intensité qui faisait vibrer les vitres. Ils ne se calmaient que lorsqu'ils étaient à nouveau réunis. Pire encore, ils semblaient partager la douleur. Quand le docteur Hoffmann piqua accidentellement l'un des bébés en lui donnant ses soins, l'autre se mit à pleurer au même instant, alors qu'il était dans une autre pièce. Et les sœurs, elles restaient dans leur état catatonique habituel, s'occupant des bébés avec des gestes mécaniques, sans expression. Mais le docteur Hoffmann remarqua quelque chose. Elles ne savaient pas lequel des bébés était le leur. Elles les prenaient indifféremment, les nourrissaient sans distinction, comme si les deux enfants étaient interchangeables. Peut-être qu'ils l'étaient. Le village fut informé de la naissance. La nouvelle provoqua un mélange de soulagement et d'inquiétude. Soulagement que l'accouchement se soit bien passé, inquiétude quant à ce que ces naissances signifiaient, car maintenant, la preuve vivante du crime était là. Deux bébés identiques, nés de deux sœurs identiques, 9 mois après leur disparition pendant la tempête. Le maire, Anton Steiner, convoqua une réunion d'urgence au presbytère. Le docteur Hoffmann, le père Waldner et quelques notables du village étaient le présent, dont Franz Lechner, Joseph Mitterer et Anton Weber. « Nous devons décider quoi faire »
annonça le maire, ses bajoux tremblants. Ces naissances vont attirer l'attention. Des questions vont être posées. Or, quelles questions? Demanda le père Waldner, même s'il connaissait déjà la réponse. Qui est le père? Comment deux femmes peuvent donner naissance à des jumeaux identiques? Pourquoi tout cela est si anormal? Le docteur Hoffmann intervint. J'ai déjà rédigé mon rapport officiel. J'ai noté que les sœurs Gruber ont donné naissance à des enfants en bonne santé. J'ai omis les détails troublants. J'ai enregistré les naissances de manière vague, sans préciser de père. C'est tout? Que voulez-vous que j'écrive d'autre? La vérité. Que ces enfants sont probablement le résultat d'un viol collectif? Que leurs caractéristiques suggèrent une consanguinité sévère qui pourrait remonter à plusieurs générations? Que leur comportement défie toute logique médicale? Un silence pesant tomba sur la pièce. C'est alors que Joseph Mitterer se leva. Son visage était ravagé par des mois de culpabilité et d'insomnie. Il avait maigri de façon spectaculaire, ses vêtements flottant sur son corps décharné. « Je ne peux plus », dit-il d'une voix brisée. « Je ne peux plus vivre avec ça. » Les autres hommes se figèrent. « Joseph, assieds-toi », ordonna Franz Lechner d'un ton dur. « Non, j'en ai assez de mentir, assez de faire semblant. Ces bébés sont notre châtiment. Regardez-les, ils sont aussi monstrueux que ce que nous avons fait. Joseph, tais-toi » siffla Anton Weber. Mais Joseph était lancé, comme un barrage qui se rompt. Vous voulez savoir qui est le père? Nous tous, nous sommes tous les pères. 15 hommes qui avons piégé ces pauvres filles pendant la tempête. 15 hommes qui avons bu jusqu'à perdre notre humanité. 15 hommes qui avons commis l'impensable parce que nous pensions que personne ne saurait jamais. Joseph, assez. Le maire s'était levé, le visage cramoisi. Non, vous voulez enterrer la vérité? L'enterrer comme nous avons enterré notre conscience? Eh bien, moi, je n'en peux plus. Je vais tout avouer. Je vais aller voir les autorités et tout leur dire. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que personne ne put réagir. Franz Lechner, le forgeron aux mains puissantes, bondit de sa chaise et attrapa Joseph par le col. « Tu ne diras rien, » gronda-t-il. « Tu entends? Rien. Sinon... »« Sinon quoi? Tu vas me tuer. Vas-y, ce sera une délivrance comparée à ce que je vis chaque jour. » Le père Waldner s'interposa. « Messieurs, s'il vous plaît !» Franz relâcha Joseph, qui s'effondra sur sa chaise, secoué de sanglots. Le docteur Hoffmann observait la scène avec une fascination horrifiée. Donc c'était vrai. Ce qu'il avait soupçonné, ce que les carnets des sœurs Gruber avaient confirmé, venait d'être avoué à haute voix. 15 hommes, 15 pères de famille respectables, qui avaient dû commis ensemble le pire des crimes. Et maintenant, le fruit de ce crime était là, incarné dans 2 bébés identiques qui défiaient en les lois de la nature elle-même. Le maire prit une décision. « Joseph, tu vas rentrer chez toi et te reposer. Tu es épuisé, tu ne sais plus ce que tu dis. Nous allons tous oublier cette conversation. » « Oublier ?» Joseph leva ses yeux rouges. « Comment peut-on oublier? Parce qu'il le faut, pour nos familles, pour le village, pour notre propre santé mentale. » Joseph se leva lentement. Il regarda chaque homme présent un par un. Son regard était celui d'un condamné. « Vous pouvez essayer d'oublier. Moi, je ne pourrai jamais. » Il sortit du presbytère en titubant. Le docteur Hoffmann le suivit du regard, une prémonition terrible dans le cœur. 2 jours plus tard, on retrouva Joseph Mitterer pendu dans sa grange. Le village fut sous le choc. Joseph était apprécié de tous. Un travailleur acharné, un bon père de famille. Pourquoi s'était-il suicidé? La version officielle parla de dépression saisonnière, d'épuisement du travail. Mais ceux qui savaient, ceux qui étaient au presbytère ce soir-là, comprenaient la vérité. Joseph n'avait pas supporté le poids de sa culpabilité. Il avait choisi la mort plutôt que de vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait. Aux funérailles, le père Waldner prononça un éloge qui sonnait creux même à ses propres oreilles. Il parla de la miséricorde de Dieu, du repos éternel. Mais dans son cœur, il savait que Joseph était peut-être le seul homme honnête parmi les 15 coupables, le seul qui avait eu le courage de regarder son crime en face. Les autres hommes assistèrent aux funérailles, le visage fermé, les yeux fuyants.
Ils pleuraient Joseph, mais ils pleuraient aussi leur propre humanité perdue. Et dans la ferme isolée, les sœurs Gruber s'occupaient de leurs bébés identiques, enfermés dans leur silence impénétrable, vivant dans un enfer que personne ne pouvait imaginer. Les carnets continuaient à se remplir, page après page d'écritures frénétiques, de vérités que personne ne lirait jamais, de souffrances mises en mots pour empêcher la folie totale de s'installer. Le docteur Hoffman, de son côté, avait pris une décision. Il allait tout documenter. Chaque observation sur les bébés, chaque comportement étrange, chaque anomalie, pas pour publier, pas pour dénoncer, mais pourquoi exactement? Pour la postérité? Pour sa propre conscience? Pour avoir au moins une trace de la vérité quelque part? Il créa un dossier secret qu'il cacha au fond d'une malle dans son grenier. Un dossier qu'il intitula simplement « Le cas Gruber, l'innommable », car c'était bien ça, l'innommable. Un crime si horrible qu'on ne pouvait pas le nommer. Une situation si contre nature qu'elle défiait le langage lui-même. Les semaines passèrent, les bébés grandirent, mais leur étrangeté ne faisait que s'accentuer. À 3 mois, ils bougeaient déjà de façon synchronisée. Quand l'un tendait la main vers un objet, l'autre faisait le même geste, même s'il était dans une autre pièce. Quand l'un pleurait, l'autre pleurait. Quand l'un riait, ce qui était rare, l'autre riait aussi. Le docteur Hoffman tenta une expérience. Il sépara les bébés, les plaçant dans des pièces différentes avec des portes fermées. Il piqua légèrement le pied de l'un des enfants avec une épingle. Le bébé piqué se mit à pleurer. Mais l'autre, dans la pièce voisine, se mit également à pleurer au même instant et porta sa petite main à son pied, exactement à l'endroit où son double avait été piqué. Le médecin nota cette observation avec des mains tremblantes. C'était impossible. Et pourtant, c'était là, devant lui. Ces enfants partageaient quelque chose de plus qu'une simple ressemblance génétique. Ils partageaient, quoi? Une conscience? Un système nerveux? Une âme? La science de l'époque n'avait pas de réponse, et le docteur Hoffman avait le terrible pressentiment que la science ne pourrait jamais expliquer ce qui s'était passé dans cette ferme maudite des Alpes tyroliennes. Mais le pire restait à venir. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'hiver 1888 tomba sur Reit im Albachtal avec une cruauté particulière. Les températures chutèrent à des niveaux jamais vus depuis des décennies. La neige s'accumula jusqu'à ensevelir les maisons jusqu'au premier étage. Le village se retrouva coupé du monde pendant des semaines. Dans cet isolement forcé, la tension monta comme de l'eau dans une marmite sur le feu. Les provisions s'amenuisaient, les nerfs s'effilochaient, et les secrets pesaient de plus en plus lourds. Les bébés Gruber avaient maintenant 5 mois, 2 petits êtres qui auraient dû être mignons et attendrissants, mais qui provoquaient plutôt un malaise profond chez tous ceux qui les croisaient. Il y avait quelque chose de fondamentalement troublant dans leur ressemblance parfaite, dans leurs mouvements synchronisés, dans cette façon qu'ils avaient de se regarder comme s'ils communiquaient dans un langage que personne d'autre ne comprenait. Le docteur Hoffman continuait ses visites mensuelles, bravant la neige et le froid. Lors de sa dernière visite en janvier, il avait fait une découverte qui l'avait empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Les bébés avaient commencé à gazouiller, comme tous les nourrissons de leur âge, mais leur gazouillis était identique, pas similaire, identique. Les mêmes sons, produits exactement en même temps, comme si un seul cerveau contrôlait 2 bouches. Dada, dada, faisait le premier. Dada, dada, répétait le second, au même instant, avec la même intonation. Le docteur Hoffman avait essayé de les séparer, de parler à l'un pendant que l'autre était dans la pièce voisine. Mais dès qu'il prononçait un mot devant un bébé, l'autre, hors de portée auditive, répétait le même gazouillis en réponse. C'était comme si les 2 enfants partageaient non seulement une connexion physique, mais aussi mentale. Les sœurs Gruber, pendant ce temps, s'enfonçaient de plus en plus dans leur mutisme. Elles ne parlaient plus du tout, communiquant uniquement par gestes.
Leur routine était devenue encore plus mécanique, plus automate. Se lever, nourrir les bébés, s'occuper de la ferme, écrire dans les carnets, se coucher et recommencer le lendemain. Le docteur Hoffman avait tenté plusieurs fois d'engager la conversation, d'offrir son aide, même juste son écoute. Mais les sœurs le regardaient avec ses yeux gris vides, et il savait que c'était peine perdue. Elle s'était retirée dans un monde intérieur auquel personne ne pouvait accéder. Au village, la situation n'était guère meilleure. Le suicide de Joseph Mitterer avait ouvert une brèche dans le pacte du silence. Les autres hommes impliqués dans le crime vivaient désormais dans la terreur constante d'être dénoncés, ou pire, que leur conscience ne les pousse aux mêmes gestes désespérés. Franz Lechner était devenu un fantôme. Il ne parlait plus, même à sa femme. Il passait ses journées à frapper le fer dans sa forge, comme si le bruit assourdissant pouvait couvrir les hurlements de sa conscience. La nuit, sa femme Greta l'entendait gémir dans son sommeil, prononcer des mots incompréhensibles, se réveiller en sueur. Un soir, elle le trouva agenouillé dans la neige derrière la maison, torse nu malgré le froid mordant, se flagellant le dos avec une ceinture de cuir. « Franz, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'était retourné vers elle, les yeux fous, le dos strié de marques rouges. « Je dois expier, je dois souffrir, c'est la seule façon. »« Expier quoi ? Franz, je ne comprends pas !» Mais il ne lui avait rien expliqué. Il était rentré, avait bu jusqu'à perdre connaissance et n'avait plus jamais abordé le sujet. Greta savait que quelque chose de terrible s'était passé, quelque chose qui impliquait son mari et d'autres hommes du village. Mais elle avait trop peur de poser les questions dont elle redoutait les réponses. Anton Weber, le fermier, avait commencé à voir des choses, des hallucinations, disait le docteur Hoffman, le résultat du stress et de la culpabilité. Il voyait les sœurs Gruber partout, dans la grange, dans les champs, debout au pied de son lit la nuit. Toujours immobile, toujours en train de le regarder avec ses yeux gris accusateurs. Sa femme avait appelé le curé. Le père Waldner était venu, avait prié, avait béni la maison. Mais les visions continuaient. Une nuit, Anton avait craqué. Il avait couru jusqu'à la ferme des Gruber, sous la neige et dans le noir, et avait tambouriné à leur porte. « Pardonnez-moi, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait, je vous en supplie. » Les sœurs avaient ouvert la porte. Elles l'avaient regardé, leur silhouette identique encadrée par la lumière tremblante d'une lanterne. Puis elles avaient refermé la porte sans un mot. Anton était rentré chez lui en pleurant. 2 jours plus tard, il se jeta du haut d'un rocher dans la montagne. On retrouva son corps 3 jours après, à demi enseveli sous la neige. 2e suicide. Le village était sous le choc. Le maire Anton Steiner convoqua une nouvelle réunion d'urgence. Cette fois, tous les hommes impliqués dans le crime étaient présents. 13 hommes, maintenant que 2 étaient morts. « Ça doit cesser », dit le maire, sa voix tremblant. « Ces suicides vont finir par attirer l'attention. Des questions vont être posées. »« Quelles questions ?» demanda Hans Gruber, qui avait vieilli de 10 ans en quelques mois. « Pourquoi des hommes se suicident dans un village perdu ? C'est l'hiver, la dépression saisonnière, l'alcool. Ça arrive. Mais si ça continue, si un 3e se tue, un 4e ?» Un silence glacial tomba sur l'assemblée. « Il faut qu'on parle », finit par dire Georg Schneider, le jeune fermier. « Il faut qu'on se confesse, aux curés, aux autorités, peu importe. C'est le seul moyen de... » « De quoi ?» l'interrompit brutalement Franz Lechner. « De nous faire pendre, d'envoyer nos familles à la rue, de transformer ce village en synonyme de honte pour les générations à venir ? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Regarde Joseph, regarde Anton. Ils sont morts à cause de ce qu'on a fait. »« Ils sont morts parce qu'ils étaient faibles, » cracha Franz. « Nous, on doit être forts, on doit porter ça. C'est notre punition. Porteur ça jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'on soit tous morts ?» Le père Waldner, qui assistait à la réunion, intervint enfin. « Messieurs, je comprends votre tourment, mais la seule véritable rédemption passe par la confession et la pénitence. Si vous avouez, si vous acceptez votre punition... » « Facile à dire pour vous, » grogna Franz. « Vous n'avez pas d'enfant, pas de femme, vous ne risquez rien. Nous, on risque tout. » Le curé baissa les yeux. «
Il savait que Franz avait raison. Son propre silence le rendait complice. Il aurait dû rapporter ce qu'il savait aux autorités dès le début. Mais il ne l'avait pas fait, et maintenant il était trop tard. Il était piégé dans le même pacte de silence que les autres. La réunion se termina sans conclusion. Les hommes rentrèrent chez eux, chacun seul avec son fardeau. Mais le lendemain, une nouvelle catastrophe frappa. Georg Schneider, le jeune fermier de 26 ans, ne se présenta pas à la messe du dimanche. Sa femme, inquiète, alerta les voisins. On le retrouva dans sa grange, pendu comme Joseph Mitterer. 3e suicide. Le village était maintenant en état de choc collectif. 3 hommes morts en quelques semaines. 3 suicides inexpliqués. Les rumeurs commençaient à enfler. Certains parlaient de malédiction, d'autres de maladies mentales contagieuses. Les plus superstitieux évoquaient la vengeance des sœurs Gruber, comme si elles étaient des sorcières capables de pousser les hommes au suicide. Le docteur Hoffmann savait la vérité. Ces hommes mouraient de culpabilité. Leur conscience les dévorait vivants, jusqu'à ce que la mort devienne la seule échappatoire. Combien d'autres suivraient? Il décida de rendre visite à Franz Lechner. Le forgeron était à son atelier, martelant une pièce de métal avec une violence qui semblait disproportionnée pour la tâche. « Franz, nous devons parler. » Le forgeron arrêta de frapper. Il se retourna, le visage luisant de sueur malgré le froid. « Je n'ai rien à vous dire, docteur. 3 hommes sont morts, 3 suicides. Vous ne trouvez pas ça étrange? La vie est dure, les hommes craquent. C'est comme ça. Franz, je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Les sœurs Gruber me l'ont montré. J'ai vu leurs carnets, j'ai vu les noms. » Le forgeron blêmit. Le marteau tomba de sa main avec un bruit métallique. « Vous savez? » ?»« Oui, et je comprends que vous soyez rongé par la culpabilité. Mais le suicide n'est pas la solution. Il faut quoi? Se confesser, se faire juger, aller en prison, laisser nos familles dans la honte. Il faut arrêter cette spirale de mort avant que vous ne soyez tous quoi? Tous morts? » Franz eut un rire amer. Peut-être que c'est ce qu'on mérite, peut-être que c'est la justice divine. Ce n'est pas de la justice, c'est de la destruction. Pensez à vos enfants, à votre femme. Les yeux de Franz se remplirent de larmes. Justement, je pense à eux tout le temps. Comment je vais pouvoir regarder ma fille en face en sachant ce que j'ai fait? Comment je vais pouvoir me regarder dans un miroir? Le docteur Hoffmann n'avait pas de réponse. Il laissa Franz à son tourment et sortit dans le froid mordant. En marchant dans les rues enneigées du village, il observa les visages fermés des habitants. Tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. Une tension invisible pesait sur la communauté, comme une couverture de plomb qui étouffait lentement. Les femmes chuchotaient entre elles, les enfants jouaient moins, les hommes buvaient plus. Le village se délitait de l'intérieur, et au centre de tout cela, comme l'œil d'un cyclone, il y avait la ferme des sœurs Gruber, isolée, silencieuse, abritant 2 femmes brisées et 2 enfants qui ne devraient pas exister. Le docteur Hoffmann décida d'y faire une visite imprévue. Il grimpa le chemin, ses bottes s'enfonçant dans la neige épaisse. Quand il arriva à la ferme, il fut surpris de trouver la porte entr'ouverte. « Anna? Margaret ?» Pas de réponse. Il entra prudemment. L'intérieur était sombre et froid. La cheminée était éteinte. Aucun bruit, sauf le vent qui sifflait à travers les interstices. Il monta à l'étage. Les sœurs étaient dans leur chambre, assises sur leurs lits respectifs, immobiles comme des statues. Les 2 bébés dormaient dans leur berceau côte à côte. « Tout va bien ?» demanda le médecin. Les sœurs tournèrent lentement leur tête vers lui. Dans leurs yeux gris, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la satisfaction. Une des sœurs tendit la main vers la fenêtre. Le docteur Hoffmann suivit le geste. À travers le carreau givré, on pouvait voir le village en contrebas. Et là, le médecin comprit. Les sœurs savaient. Elles savaient que les hommes qui les avaient violées étaient en train de se détruire eux-mêmes, et elles s'en réjouissaient. Leur vengeance n'était pas active, elles n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit. La culpabilité des coupables faisait le travail pour elles. « 3 sont morts, » dit une des sœurs, brisant le silence de plusieurs mois. « Il en reste 12, » continua l'autre.
Le docteur Hoffmann sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Vous voulez qu'ils meurent tous ?» Les deux sœurs le regardèrent. Leurs visages étaient dénués d'expression, mais leurs yeux brillaient d'une lueur froide et implacable. « Justice !» dirent-elles en chœur. « Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. C'est la même chose quand la justice a échoué. » Le médecin ne sut que répondre. D'un côté, ces hommes étaient des criminels qui méritaient d'être punis. De l'autre, il était médecin, son rôle était de préserver la vie, pas de la laisser se détruire. Si vous aviez témoigné, si vous aviez porté plainte, personne ne nous aurait cru, vous le savez aussi bien que nous. C'était vrai. Dans l'Autriche de 1888, la parole de deux femmes considérées comme mentalement instables à cause de leurs conditions ne vaudrait rien face à celle de 15 hommes respectables. Alors vous préférez les regarder se détruire? Nous ne les regardons même pas. Nous vivons. C'est eux qui ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils ont fait. Le docteur Hoffmann secoua la tête. Vos enfants grandiront dans un village dévasté par les suicides. Vous y avez pensé? Nos enfants? Les sœurs eurent un sourire amer. Ces enfants ne sont pas normaux. Vous le savez, nous le savons. Ils sont marqués par le péché de leur conception. Ils ne grandiront jamais normalement. Vous ne pouvez pas savoir. Nous savons. Ils partagent ce que nous partageons. La connexion. L'impossibilité d'être séparés. Ils vivront isolés, rejetés comme nous. Peut-être qu'il aurait mieux valu... Elle ne finit pas sa phrase, mais le docteur Hoffmann comprit. Peut-être qu'il aurait mieux valu que ses enfants ne naissent jamais. Il quitta la ferme, profondément troublé. En descendant le chemin, il croisa Frau Bachmann qui montait, un panier de provisions à la main. « Comment vont-elles » demanda la sage-femme. « Elles survivent, c'est tout ce qu'on peut dire. »« Et les bébés? Ils grandissent, d'une manière qui défie tout ce que je connais de la médecine. » Frau Bachmann soupira. « Cette histoire finira mal, je le sens dans mes os. Elle a déjà mal fini, pour 3 hommes. Il y en aura d'autres ?» Le docteur Hoffmann ne répondit pas. Il savait que oui. La spirale était enclenchée et rien ne pourrait l'arrêter. Les semaines suivantes lui donnèrent raison. 2 semaines après la mort de Georg Schneider, Hans Gruber, le chasseur, disparut. On retrouva son corps au printemps quand la neige fondit. Il s'était tiré une balle dans la tête, seul dans une cabane de chasse perdue dans la montagne. 4e mort. 1 mois plus tard, Karl Hoffmann, le cousin du docteur, se noya dans la rivière. Accident, dit le rapport officiel. Mais tout le monde savait qu'on ne se noyait pas par accident dans 50 cm d'eau, à moins de le vouloir vraiment. 5e mort. La peur s'installa définitivement dans le village. Les gens marchaient dans les rues, en regardant constamment par-dessus leur épaule. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand quelqu'un approchait. La confiance, cette colle sociale qui maintenait la communauté ensemble, s'était dissoute. Les femmes commençaient à poser des questions. Pourquoi ces hommes en particulier? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Quelqu'un finit par remarquer qu'ils étaient tous présents au village le jour de la tempête, en décembre 1886. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et ce que le puzzle révélait était trop horrible pour être accepté. Printemps 1889. Reit im Alpbachtal renaissait pour la 3e fois depuis les événements de décembre 1886. La neige fondait, les fleurs éclataient, les oiseaux revenaient, mais le village, lui, ne renaissait pas. Il agonisait lentement. Sur les 15 hommes qui avaient participé au crime contre les sœurs Gruber, 5 étaient morts. 10 restaient, portant leur fardeau comme des condamnés en sursis. Les enfants des sœurs avaient maintenant 1 an et demi. Ils marchaient déjà, toujours parfaitement synchronisés. Leurs premiers mots avaient été identiques, prononcés au même instant. Mama et Dada, bien qu'il n'y ait aucun père reconnu. Le docteur Hoffmann continuait ses visites, fasciné malgré lui par ces enfants qui défiaient en toute logique médicale. Il avait commencé à les appeler dans ses notes privées patient A et patient B, incapable de leur donner de vrais prénoms, tant ils semblaient être les 2 moitiés d'une même personne. À 18 mois,
Les enfants présentaient un développement cognitif anormal. Ils ne jouaient jamais séparément. Si on donnait un jouet à l'un, l'autre tendait automatiquement la main, comme s'il s'attendait à recevoir le même. Quand l'un pleurait, l'autre le consolait avec des gestes qui semblaient dépasser leur âge. Mais le plus troublant était leur regard. Ces yeux gris identiques, hérités de leur mère, qui semblaient voir à travers les gens. Plusieurs villageois qui les avaient croisés par hasard avaient rapporté la même sensation, celle d'être jugés, pesés et trouvés coupables. Un jour de mai, un événement fit basculer définitivement la situation. Thomas Bauer, un des 10 survivants, se présenta au presbytère. Il demanda à voir le père Waldner en privé. Le curé, vieilli et épuisé par 3 ans de mensonges et de complicité silencieuse, le reçut dans son bureau. « Mon père, je viens me confesser. » Le père Waldner sentit son cœur s'emballer. « Je t'écoute, mon fils. J'étais là. Cette nuit de décembre 1886. J'étais un des 15. J'ai participé à ce que nous avons fait aux sœurs Gruber. » Le curé ferma les yeux. Enfin, quelqu'un avouait officiellement, dans le cadre sacré de la confession. Continue. Thomas raconta tout. Comment il s'était retrouvé à la cabane de chasse pendant la tempête. Comment l'alcool avait coulé. Comment quelqu'un, il ne se souvenait plus qui, avait suggéré d'aller s'amuser avec les sœurs Gruber. Comment l'idée avait semblé drôle, excitante, justifiée d'une certaine manière. Après tout, ces 2 créatures n'étaient pas vraiment humaines, non. Comment ils avaient marché dans la tempête jusqu'à la ferme. Comment ils avaient forcé la porte. Comment les sœurs avaient essayé de fuir dans la forêt. Comment ils les avaient rattrapées, traînées jusqu'à la cabane. Et ensuite, l'horreur. Des heures d'horreur que Thomas décrivit dans des détails qui firent pleurer le vieux curé. Nous étions des monstres, mon père. 15 monstres qui avons détruit 2 vies, et maintenant nous payons. Joseph, Anton, Jorg, Hans, Karl, ils sont tous morts de honte. Et je sais que je serai le prochain. Je le sens. Chaque nuit, je les vois. Les sœurs, elles sont debout au pied de mon lit et elles me regardent. Elles ne disent rien, elles me regardent, juste, et je sais que je ne pourrai pas supporter ça longtemps. Mon fils, la confession est le premier pas vers le pardon. Mais il faut aussi la réparation. Tu dois te rendre aux autorités. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Je voulais me confesser d'abord, pour que Dieu sache que je regrette chaque seconde de cette nuit maudite. Le père Waldner donna l'absolution, les mains tremblantes. Puis il accompagna Thomas au bureau du maire. Ce qui se passa ensuite fut rapide et brutal. Thomas Bauer fit une déclaration officielle, nommant tous les hommes impliqués. Le maire, Anton Steiner, blêmit en écoutant. Certains des noms étaient ceux de ses amis proches, d'autres étaient des piliers de la communauté. « Tu réalises ce que tu fais ?» demanda le maire. « Tu vas détruire ce village. » « Le village est déjà détruit, Herr Steiner. Regardez autour de vous. 5 hommes morts, les familles déchirées, les secrets qui pourrissent tout. Au moins, avec la vérité, nous pourrons peut-être commencer à guérir. » Le maire savait qu'il n'avait pas le choix. Le témoignage était officiel. Il devait le transmettre aux autorités régionales. L'affaire ne pouvait plus être enterrée. En quelques jours, des inspecteurs arrivèrent d'Innsbruck, 2 hommes en costume sombre, portant des valises pleines de documents. Ils s'installèrent à l'auberge du village et commencèrent leurs interrogatoires. Les 10 hommes survivants furent convoqués un par un, confrontés au témoignage de Thomas Bauer et au carnet des sœurs Gruber que le docteur Hoffmann avait finalement remis. Ils n'avaient d'autre choix que d'avouer. Certains pleurèrent, d'autres restèrent stoïques. Un seul, Franz Lechner, tenta de nier. Mais face aux preuves accablantes, il finit par s'effondrer et admettre sa culpabilité. Les sœurs Gruber furent interrogées. Elles répondirent avec leur voix double habituelle, racontant les faits de manière clinique, sans émotion. Les inspecteurs furent profondément troublés par ces 2 femmes identiques parlant à l'unisson. Mais ils notèrent méticuleusement leurs témoignages. Les enfants, maintenant âgés de près de 2 ans, furent examinés par un médecin spécialiste venu de Vienne. Son rapport fut classé confidentiel, mais le docteur Hoffmann en connut le contenu. Cas médical unique.
Gémellité impossible à expliquer. Connexion neurologique anormale. Pronostic incertain quant au développement futur. Recommandations. Surveillance médicale continue. L'affaire fit scandale dans toute la région. Les journaux d'Innsbruck, puis de Vienne, s'en emparèrent. Le crime de la tempête, titrait l'un. Les 15 démons des Alpes, proclamait un autre. L'histoire des sœurs Gruber et de leur calvaire se répandit dans toute l'Autriche-Hongrie. Le procès eut lieu à l'automne 1889. Les 10 hommes survivants furent jugés ensemble dans une salle de tribunal bondée. Les familles des accusés étaient là, les visages creusés par la honte. Les sœurs Gruber y assistèrent, assises côte à côte, tenant chacune un enfant. Les témoignages durèrent des semaines. Les détails de cette nuit de décembre 1886 furent exposés au grand jour. L'horreur fut décrite dans ses moindres détails, faisant frémir l'assistance. Les avocats de la défense tentèrent diverses stratégies. L'ivresse, la folie temporaire, l'influence néfaste du groupe. Mais rien ne pouvait excuser l'inexcusable. Le verdict tomba le 23 novembre 1889. Tous les hommes furent reconnus coupables de viol en réunion, séquestration et violence aggravée. Les peines variaient entre 15 et 20 ans de prison. Thomas Bauer, qui avait avoué en premier, bénéficia d'une réduction de peine, 10 ans. Franz Lechner, qui avait nié jusqu'au bout, écopa de 20 ans. Quand le juge prononça les sentences, plusieurs femmes dans l'assistance éclatèrent en sanglots. Les familles des condamnés étaient détruites. Les enfants grandiraient avec le stigmate d'avoir un père violeur. Le village de Reit-Imal-Bachtal était marqué à jamais. Les sœurs Gruber ne montrèrent aucune émotion en entendant les verdicts. Elles se levèrent simplement, tenant leurs enfants, et quittèrent le tribunal en silence. Le docteur Hoffmann les accompagna jusqu'à la gare. Un train les ramènerait au village, où elles devraient continuer à vivre avec les regards, les murmures, les accusations voilées. « Que comptez-vous faire maintenant » demanda-t-il. « Vivre » répondit une des sœurs. « Élever nos fils » ajouta l'autre. « Même si tout le village vous en veut, le village nous en a toujours voulu. Rien n'a changé. Tout a changé. Vous avez obtenu justice. » Les deux sœurs le regardèrent avec leurs yeux gris et froids. Justice. 10 hommes en prison. 5 morts par suicide. 15 familles détruites. Des dizaines d'enfants qui grandiront dans la honte. Un village déchiré. C'est ça la justice? Le docteur Hoffmann ne sut que répondre. Ce n'est pas de la justice, continua la voix double. C'est juste du sang versé pour du sang versé, de la douleur pour de la douleur. Ça ne nous rendra pas ce qui nous a été pris. Ça ne réparera pas ce qui a été brisé. Alors pourquoi avoir témoigné? Parce qu'il fallait que la vérité soit dite. Même si la vérité ne guérit rien. Le train arriva. Les sœurs montèrent avec leurs enfants. Le docteur Hoffmann les regarda partir, le cœur lourd. De retour à Reit-Imal-Bachtal, la vie reprit son cours. Mais ce n'était plus le même village. La moitié des maisons étaient vides, leurs occupants partis pour échapper à la honte. Ceux qui restaient évitèrent de se parler. La communauté était morte. Les sœurs Gruber retournèrent dans leur ferme isolée. Les années passèrent. Les enfants grandirent, toujours aussi étranges, toujours aussi connectés. Ils ne furent jamais scolarisés. Aucune école n'aurait voulu d'eux. Ils restèrent avec leur mère, apprenant à lire et écrire, dans l'isolement de la ferme. Le docteur Hoffmann continua ses visites pendant encore quelques années, jusqu'à sa mort en 1895. Sur son lit de mort, il demanda à son fils de brûler tous ses dossiers médicaux. Tous, sauf un, le cas Gruber. « Cache-le » murmura-t-il, « cache-le bien. Mais ne le détruis pas. Un jour, quelqu'un devra savoir ce qui s'est vraiment passé ici. » Son fils obéit. Le dossier fut caché dans une malle au grenier où il resta pendant des décennies. Les sœurs Gruber vécurent jusqu'en 1923, mourant à quelques heures d'intervalle d'une pneumonie. Même dans la mort, elles étaient liées. Leurs fils, alors âgés de 36 ans, héritèrent de la ferme. Ils y vécurent ensemble, aussi isolés et étranges que leur mère l'avait été.
Ils ne se marièrent jamais, ne quittèrent jamais la propriété. Ils moururent en 1954 à quelques jours d'intervalle. La ferme fut abandonnée. Elle tomba en ruine. Les villageois évitaient de passer près d'elle. On disait qu'elle était hantée, maudite. En 1967, un historien local entreprit des recherches sur l'affaire Gruber. Il retrouva le dossier du docteur Hoffman dans les affaires d'une vieille dame qui avait hérité de la maison du médecin. Il découvrit également une partie des carnets des sœurs cachés dans les ruines de la ferme. Ce qu'il lut le bouleversa. Il écrivit un article académique sur le cas, le décrivant comme l'une des plus terribles illustrations de la violence collective et du silence complice dans l'Autriche rurale du XIXe siècle. Mais même lui ne put publier tous les détails. Certaines vérités étaient trop horribles, certains secrets trop sombres. L'affaire des sœurs Gruber resta une note en bas de page de l'histoire autrichienne, un cas médical bizarre, un crime presque oublié. Mais pour ceux qui connaissaient la vérité complète, c'était bien plus que ça. C'était un avertissement, un rappel terrible de ce que les êtres humains sont capables de faire quand la moralité s'effondre, quand le groupe supplante l'individu, quand la violence trouve une justification dans la déshumanisation de l'autre. Les sœurs Anna et Margaret Gruber n'étaient pas des monstres, c'était ce qu'on leur avait fait qui était monstrueux. Et le plus monstrueux de tout, c'était que pendant si longtemps, personne n'avait rien fait. Le village entier avait su, ou au moins soupçonné, et avait choisi le silence, par lâcheté, par complaisance, par peur de briser la paix sociale. Ce silence avait coûté 5 vies, avait détruit 15 familles, avait empoisonné une communauté entière pour des générations. Et tout ça pourquoi? Pour protéger des criminels, pour éviter le scandale, pour préserver une façade de normalité qui cachait une pourriture profonde. L'histoire des sœurs Gruber n'est pas seulement l'histoire d'un crime, c'est l'histoire de la complicité, du silence qui tue, de la violence qui naît entre gens ordinaires et qui est ensuite enterrée, normalisée, oubliée. C'est l'histoire de 2 femmes que la génétique avait déjà condamnées à une vie difficile et que la cruauté humaine a transformée en enfer. C'est l'histoire de 2 enfants qui n'auraient jamais dû naître, fruits d'une violence collective, portant dans leur corps même les stigmates d'un crime que personne ne voulait reconnaître. Et c'est l'histoire d'un village qui a appris, trop tard, que les secrets ne restent jamais enterrés, qu'ils ressortent toujours, d'une manière ou d'une autre, et qu'ils laissent derrière eux des cicatrices qui ne guérissent jamais. Aujourd'hui, la ferme des sœurs Gruber n'existe plus. Elle a été rasée dans les années 1970. À sa place, il y a maintenant un petit bois de sapin. Aucune plaque ne marque l'endroit. Aucun monument ne commémore ce qui s'y est passé. Le village de Reitim-Albachtal existe toujours, charmant village de montagne où les touristes viennent skier en hiver. Peu d'entre eux connaissent son histoire sombre. Ceux qui savent préfèrent ne pas en parler. Mais parfois, les vieux du village racontent aux jeunes l'histoire des sœurs jumelles qui vivaient dans la forêt. Ils ne donnent pas tous les détails. Ils ne parlent pas du viol, du procès, de la tragédie complète. Ils disent juste, il y avait 2 sœurs, quelque chose de terrible leur est arrivé, et après, plus rien n'a été pareil. Et c'est vrai, après les sœurs Gruber, plus rien n'a été pareil. Ni pour le village, ni pour les familles impliquées, ni pour les générations qui ont suivi, car la violence ne s'arrête jamais vraiment, elle se propage, elle contamine, elle se transmet d'une génération à l'autre, comme un poison dans le sang. Tout comme la consanguinité qui avait marqué les sœurs Gruber de ces stigmates génétiques, la violence collective qui les avait frappées avait marqué tout un village de ces stigmates moraux. Et ces stigmates ne s'effacent jamais vraiment. Ils restent dans les mémoires, dans les silences, dans les regards fuyants. Ils restent comme un rappel que l'humanité est fragile, que la civilisation est une fine couche de vernis qui peut se fissurer à tout moment, que le monstre ne vit pas dans des châteaux gothiques ou des légendes anciennes. Il vit en nous, dans nos silences, dans nos complaisances, dans notre capacité à détourner le regard quand c'est plus confortable.
L'histoire des sœurs Gruber nous pose une question simple et terrible. Qu'aurions-nous fait si nous avions été là? Aurions-nous eu le courage de parler? Ou aurions-nous choisi, comme tant d'autres, le confort du silence? C'est une question à laquelle personne ne veut vraiment répondre, parce que nous savons tous, au fond de nous, quelle serait probablement notre réponse. Et cette vérité est peut-être la plus terrifiante de toutes. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.